bonsoir. Tout d'abord, merci à l'école de l'Anthropocène et au RIS de m'inviter. À la fois pour ce cours, c'est la première fois que je vais faire un cours public à l'école de l'Anthropocène. Donc j'espère que je saurai toucher un public. J'ai plus l'habitude d'un public scientifique. Excusez-moi, qui sait déjà un peu de quoi je parle, donc je vais essayer d'être le plus didactique possible, mais on va voir ce que ça donne. J'ai donc choisi de faire quelque chose avec une perspective géologique et planétologique. Mon dada, c'est l'étude des autres planètes, en particulier la planète Mars. Et je vais commencer ce premier cours de la série par parler de la Terre. Donc je suis désolé si ça refroidit un petit peu vos attentes, pour la bonne raison que la Terre, c'est quand même notre point de référence. Et vis-à-vis de l'Anthropocène, je veux essayer de montrer en quoi la géologie, donc l'étude des temps longs à l'échelle de la planète, permet de montrer que ce qui nous arrive actuellement pour la planète, si on peut se permettre l'expression, c'est déjà arrivé. Il y a même eu bien pire. Donc c'est vraiment un point de vue. Essayez de vous imaginer comme un échantillon rocheux qui regarde ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le regarder avec des yeux d'être humain. C'est juste pour donner un petit peu l'autre perspective. Donc je vous commence par montrer ce que moi j'entends par Anthropocène. Donc on a tous nos définitions. Pour moi, l'Anthropocène, c'est quelque chose de très récent. C'est ce qui implique qu'on commence à voir l'effet de l'homme dans l'enregistrement géologique. Alors à la fois, ça se voit maintenant, et puis on imagine, sachant comment les roches, les sédiments, etc., enregistrent ce qui se passe à la surface de la Terre, on peut imaginer que quelque chose que fait l'humanité va se voir ou non plus tard. Alors quelques exemples assez simples. Tout en haut, j'ai simplement représenté un paysage pris à Hambach, en Rhénanie-Westphalie. C'est devant l'une des grandes mines de lignite que l'on trouve en Allemagne. Le paysage que vous devinez ici fait plus de 5 km de profondeur. En perspective, je veux dire. Donc on voit sur 5 km au lointain, et la profondeur du trou est de l'ordre de 300 mètres. Au fond de cette mine, il y a le point le plus bas par rapport au niveau de la mer sur Terre, à quelque chose comme moins 300 mètres justement. Donc ça, c'est un effet qui se voit depuis l'espace. On voit la tâche, le trou de la mine, à l'échelle où on voit la totalité de l'Allemagne depuis l'espace. Dessous, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des courbes, donc c'est des mesures. À gauche, c'est peut-être la mesure la plus connue, c'est le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mesuré depuis 1958, l'année géophysique internationale, à Hawaï. Pourquoi Hawaï? Parce que c'est au milieu du Pacifique, donc c'est un petit peu loin des sources émettrices. Et puis, au-delà d'une oscillation saisonnière, donc tous les ans, ça fait haut-bas, ça grimpe, et on en est pas très loin de 420 parties par million, donc la partie par million, c'est 1/1000e de l'atmosphère. Donc c'est pas beaucoup, mais ça fait beaucoup d'effets. Et puis à côté, j'ai mis l'augmentation du niveau marin telle qu'elle est mesurée. Alors elle est mesurée par des stations marégraphes dans les ports. Donc c'est une agrégation de tas de données mondiales. Et puis par satellite depuis une vingtaine d'années. Et donc ici, ce qui est mis en évidence, c'est une augmentation, c'est une figure tirée du dernier rapport du GIEC, une augmentation de l'ordre de 30 cm depuis un siècle, en fait. Il y a des mesures qui montrent que c'était stable les siècles précédents. Et puis les projections futures selon les scénarios de nos activités. Alors, je mets ça en perspective avec la longue histoire de la Terre. Donc ici, j'ai repris un gimmick d'une série américaine qui est le calendrier cosmique. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'échelle d'une année, on a rapporté tous les événements que l'on connaît depuis le début des temps, c'est-à-dire le début de l'univers, tel que la physique est capable de le retrouver. Donc le 1er janvier, c'est le Big Bang. Et sur ce calendrier, ça va nous donner une idée des échelles temporelles qui intéressent les géologues. Déjà, la Terre n'apparaît que fin août, début septembre. Donc il se passe pas mal de choses dans l'univers avant simplement que notre Soleil et notre planète existent. Là-dessus, il ne se passe pas grand-chose au mois de septembre. La vie apparaît quelque part entre septembre et octobre. Elle se développe tranquillement, à l'état de bactéries. Les cellules eucaryotes à noyau apparaissent au mois de novembre. Et puis au mois de décembre, ça commence à devenir intéressant, mais pas tout de suite. Les premiers fossiles, dont on a la trace, des fossiles macroscopiques, apparaissent autour de mi-décembre.
Les premiers vertébrés autour du 18. Les dinosaures sont à peu près apparus le jour de Noël. Là-dedans, les mammifères apparaissent le lendemain. L'extinction des dinosaures a lieu le 30 décembre. On est encore loin d'être ici. Les grands singes apparaissent le 31. Et la lignée humaine se sépare de ses autres cousins à 8 heures du soir. Les humains modernes apparaissent à 11h52, le 31 décembre. Et en gros, les grandes migrations humaines qui partent à la conquête de tous les continents se font dans les 2-3 dernières minutes de l'année. Et c'est dans la dernière minute qu'on a la totalité des traces écrites, que ce soit les peintures rupestres au début de la minute en question. Les premières cultures néolithiques sont au milieu de cette dernière minute. Et notre histoire récente, on va dire la Renaissance, ici ce qui est marqué, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, est à 1 seconde avant la fin de la journée. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça que notre Anthropocène, donc il est dans les derniers millisecondes, donc c'est une histoire de battre le record du 100 mètres. C'est sur ces genres d'échelles de temps-là, si on met la totalité de l'univers à l'échelle d'une année. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est des choses qui se passent dans la dernière minute, dans les minutes précédentes. Je vais remonter assez rapidement jusqu'au dernier jour du mois de décembre. Et puis, je vous dirai quelques mots sur les mois de l'automne. On va essayer de voir ce que l'on peut apprendre en interrogeant la Terre. Donc ce voyage dans le temps va se faire à plusieurs échelles, et donc je vais sauter d'échelle. Et donc c'est quelque chose qui est délicat quand on n'en a pas l'habitude. La première échelle, ça va être assez simple, c'est une échelle qu'on est capable d'appréhender, c'est l'échelle historique encore, donc 1 millier d'années d'abord, puis quelques milliers d'années. En années, c'est avec 3 zéros derrière. Puis je vais sauter d'échelle pour vous parler des périodes glaciaires, interglaciaires. Donc là, il faut multiplier par 100 la durée. Et donc là, je vais parler de ce qui se passe pendant plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à atteindre à peu près le million. Et puis ensuite, je vais faire un saut et on comptera à ce moment-là plus en dizaines de millions d'années. Donc la scène qui est représentée ici, ça a pu se passer il y a 70 millions d'années. Et puis je ferai un dernier saut, donc là on a fait x100, encore x100, et un dernier saut x100 pour voir l'échelle du milliard d'années, ce que l'on peut voir. Donc à chaque fois, bien sûr, quand on remonte le temps, on est de plus en plus myope. Et donc on voit moins d'informations, parce que l'enregistrement géologique est ce qu'il est, quoi. Il n'est jamais parfait. Alors on a quelques principes pour travailler. Le principe, les premiers de la géologie, c'est peut-être le principe de superposition. C'est-à-dire qu'on a des sédiments qui se déposent les uns par-dessus les autres. C'est évident, mais ça mérite d'être dit. Et ce qui est par-dessus est plus récent que ce qui est en dessous. Ici, vous avez ce qu'on appelle la discordance qui se trouve ici à Jars-sur-Mer. Donc on est en Vendée. Vous avez des sédiments du secondaire qui sont posés par-dessus des roches du primaire qui, vous le voyez peut-être, sont basculées parce qu'elles ont été écrabouillées dans une chaîne de montagnes qui a été entre-temps aplanie, puisqu'on voit que la surface de contact est plane. Donc il s'est passé pas mal de choses en fait dans cette image. Un autre principe assez simple qu'on utilise, c'est le recoupement. Une structure qui en recoupe une autre lui est postérieure. Et pour qu'une structure existe, en recoupant une autre, il a fallu que la structure précédente existe avant elle. Donc ici, on a des failles, une petite faille ici qui a affecté tout l'ensemble des roches inférieures. Puis des roches sont posées par-dessus. C'est ce qui est pointé avec ici C. On appelle ça une discordance. Mais une faille encore plus récente a recoupé l'ensemble un petit peu plus tard. Donc ici, vous êtes dans le canal de Corinthe. Il y a pas mal de failles qui font découper ça assez régulièrement. Et puis, dernier grand principe, c'est l'uniformitarisme. Donc c'est quelque chose qui a été formulé au XVIIIe siècle et qui s'oppose au catastrophisme, qui était la seule idée qui existait avant. L'idée du déluge, c'est une catastrophe qui change la totalité de ce que l'on voit à la surface de la Terre. L'uniformitarisme, c'est cette idée que les processus à l'œuvre actuellement suffisent, du moment qu'on les laisse à l'œuvre sur des temps longs, les temps de la géologie, suffisent à expliquer les phénomènes que l'on voit dans le passé. Alors ici, on a un certain uniformitarisme dans le Grand Canyon du Colorado. On a des couches
déposées à plat, les unes sur les autres, et qui s'empilent. Donc vous voyez des marches d'escalier hein, ici, et chacune de ces marches d'escalier, c'est une coupure. Il s'est passé quelque chose, et entre les coupures, vous avez le remplissage avec des sédiments, et chacune de ces coupures correspond souvent à un changement climatique, à un changement de milieu en tout cas. Alors il y a quelques exceptions à ces grands principes, notamment à l'uniformitarisme. Parfois, on est obligé de faire appel à un minimum de catastrophisme pour expliquer certains événements qu'on n'arrive pas à expliquer autrement. Donc le plus connu, c'est peut-être le coût de l'impact météoritique. Donc ici, une représentation d'artiste d'un impact à peu près de la taille de celui qui a éradiqué les dinosaures et de nombreuses autres espèces vivantes il y a 65 millions d'années. Et ce que j'ai représenté en dessous, c'est une image qui est une image synthétique en différentes couleurs. Ce que vous voyez, c'est des anomalies de gravimètre. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de masse ou un petit peu moins de masse. C'est imperceptible, hein, il faut un instrument pour le mesurer. On est ici sur la bordure de la péninsule du Yucatan, en Amérique centrale, et on a une structure circulaire. On voit en fait deux cercles concentriques, et le cercle extérieur fait un peu plus de 100 km de diamètre. C'est le trou laissé par l'impact de météorites qui a abouti à l'extinction des dinosaures. Donc ça n'arrive pas tous les jours, c'est exceptionnel. Et ça a quand même la capacité de faire de très gros changements à la surface de la Terre. Et puis un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les provinces magmatiques géantes. De temps en temps, on s'inquiète quand on entend parler d'une éruption à la surface de la Terre. Donc récemment, en Tonga, on a eu l'éruption d'un volcan explosif. En Islande, il y a quelques années, il y a eu une éruption qui a duré des mois, qui a mis en place une coulée de lave qui s'est étalée sur à peu près la surface de la métropole de Lyon. Un endroit où il n'y a personne, hein, bien sûr. C'est une énorme éruption volcanique par rapport à ce qu'on peut voir de notre vivant. Mais ici, ce que j'ai mis, c'est une photographie de coulées de roches volcaniques empilées les unes sur les autres. Ici, vous avez une autoroute. On dirait un petit chemin, hein, mais c'est une autoroute. Et ici, vous avez un autocar qui donne à peu près l'échelle. Donc, chacune de ces coulées de lave fait une bonne dizaine de mètres d'épaisseur. Et donc, à chaque marche d'escalier, vous avez une coulée de lave, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et ici, ces quelques dizaines de coulées représentent quelques milliers d'années seulement. Et ces provinces magmatiques géantes, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la Terre. Et dessous, vous avez une carte, la surface du globe. Hein. Chacune des taches noires est une surface recouverte par des coulées volcaniques massives de ce type-là, dans les 300 derniers millions d'années. Donc il y a quand même eu un peu de marge hein, pour faire ça. Mais ça arrive de temps en temps. Hein. Tous les 30 millions d'années, ça arrive quelque part. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Alors on a aussi des outils en tant que géologue qui peuvent nous renseigner sur la Terre et son passé. Alors on a les fossiles, donc la vie ancienne nous renseigne énormément. Par exemple ici vous avez un fossile de crocodilien qui est exposé au musée des Confluences, qui a été trouvé à Serein au pied du Bugey. Quand on a ce type de fossile, on sait qu'on a affaire à un milieu chaud. Les crocodiliens, autant qu'on les connaisse, ne peuvent pas vivre dans des milieux frais. Dessous, vous avez un exemple avec une libellule et des feuilles de fougère qui nous indiquent ici qu'on avait un milieu au moins continental et puis sans doute assez luxuriant, hein, parce qu'on a typiquement dans ces formations-là énormément de végétaux. Donc en haut, on sait qu'on était dans un milieu plutôt lagunaire, au moins un petit peu marin. Et puis on a aussi les morphologies. Alors les morphologies, il y a plein de choses. Je vous ai mis un exemple assez simple ici. Vous avez un glacier qui est en haut à droite de l'image et en bas à gauche, vous avez de la roche. Et la roche est striée. Vous avez des cannelures qui viennent vers vous. Et ces cannelures sont simplement dues au fait que la glace frotte sur la roche. Et ça marque les roches. Donc on en obtient les traces. Et dessous, j'ai mis une représentation en fausse couleur. J'ai mis en rouge les altitudes un peu élevées, en bleu les altitudes basses. Et vous ne reconnaissez pas, mais il s'agit de la Dombe. Donc ici, Lyon serait juste en dessous de la diapositive. Par là, vous avez Ambérieu, Bugey, Bourg-en-Bresse serait juste au-dessus. Et on voit des petites cannelures également à cette échelle-là, donc à l'échelle de plusieurs kilomètres. Et ces cannelures sont aussi dues au frottement de la glace et d'un glacier il y a plusieurs dizaines de milliers d'années dans cette région-là. Alors le géologue
a aussi des outils un petit peu plus complexes. Donc je ne peux pas expliquer là le détail de tous les procédés, même si je vais en passer quelques-uns ensuite. Donc on a de l'étude géochimique. Donc la géochimie, c'est tout simplement l'étude de la chimie des roches. Mais souvent quand on prononce ce terme-là, c'est plus que de la chimie... on va dire des éléments majeurs présents dans une roche. On s'intéresse souvent aux éléments présents à l'état de trace, ou alors on interroge vraiment avec des méthodes chimiques particulières. On regarde la nature isotopique, par exemple. Donc ici, vous avez un bateau de forage international qui a un énorme derrick, donc il peut faire des carottes de sédiments marins. Puis dessous, vous avez un petit coin du labo du CRPG de Nancy, qui est un laboratoire spécialisé dans les analyses géologiques. Et ici, vous avez une petite boîte avec plein de petits tuyaux et de petits robinets qui permet de régler l'arrivée de gaz qui viennent d'un échantillon. Par exemple, on peut faire dégazer les sédiments marins dans une carotte. On peut mettre de la glace également et voir ce qui se passe en transformant la glace en vapeur. Et puis ici, vous avez un instrument qui est un spectromètre de masse qui peut mesurer très précisément, donner la carte d'identité atomique, si on veut, des échantillons. Donc on apprend plein de choses avec ces méthodes-là et ça demande quand même une instrumentation qui a un certain coût et qui prend une certaine place. Et puis on a d'autres façons de travailler qui sont de réaliser des modèles numériques où on réfléchit au système que l'on étudie, on en pose les tenants et aboutissants. Donc ici vous avez des petits carrés qui sont des petites boîtes qui correspondent à des objets géologiques, ici les océans, ici vous avez le carbone organique, alors ça doit être un schéma du cycle du carbone ici les roches, et puis il y a des flèches qui correspondent à des processus que l'on a identifiés. Et ces processus interagissent entre eux et on va déterminer, essayer de quantifier ce qui se passe et faire tourner le modèle. Donc quand il y a une certaine valeur, ça implique un certain flux d'un réservoir à un autre, etc. Et puis quand le système atteint un régime permanent, on peut le perturber, on peut voir si ça change et on peut voir les résultats des variations dans les différents éléments du système. Ici, par exemple, en dessous, vous voyez le résultat de plusieurs modèles. Donc chaque courbe, c'est le résultat d'un modèle qui essaye de reconstituer la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère sur les 550 derniers millions d'années. Donc on a une certaine cohérence et puis des choses qui sont assez différentes également. Alors, après ce préambule méthodologique, je vais vous parler des variations climatiques récentes. Alors quand j'entends récent, c'est vraiment très récent. Là. On va regarder ce qui se passe au cours de notre vie. Donc on a des mesures pour cela, des mesures de tout type. Donc j'ai mis 3 cartes qui aboutissent à une 4e. Donc la première carte en haut à gauche, c'est les résultats de la mesure par un satellite sur une journée de la température de surface de l'océan. Alors il y a des couleurs rouges quand c'est chaud et bleues quand c'est froid. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits où il n'y a rien, c'est tout blanc, tout simplement parce qu'il y a des nuages à ces endroits-là ce jour-là. Mais le lendemain, les nuages ont été un petit peu ailleurs, le lendemain, ils ont été un peu ailleurs. Bref, sur une quinzaine de jours, on arrive à avoir la température de surface des océans de façon homogène. À droite, c'est une carte où chaque point représente la position à un moment donné. Donc ici, c'était... ça devait être hier ou avant-hier, de toutes les bouées autonomes que les scientifiques ont mis dans les océans à la dérive. On a comme ça plusieurs centaines de bouées autonomes qui dérivent sur les océans et qui envoient régulièrement l'information de la température, de la salinité, du pH dans l'eau de mer. Et donc ça nous permet de compléter nos informations. Et puis en bas à gauche, vous avez une carte où chaque point, donc ça noircit quasiment la totalité de la carte, chaque point est une station météorologique terrestre, donc qui enregistre les paramètres climatiques. Et puis toutes ces données, on les donne à manger à des modèles qui prennent en compte toutes les données, qui moulinent un peu tout ça, et qui donnent, qui recrachent en chaque point de la Terre la valeur que l'on pourrait mesurer si on allait la mesurer. Et ici, vous avez la moyenne de l'année 2021, issue du travail de l'Agence environnementale américaine, qui est marquée, donc cette température sur l'année 2021 est marquée en anomalie par rapport à la moyenne 1980-2010.
Donc c'est une anomalie par rapport à déjà des choses relativement récentes. Et vous voyez que on a un 0 sur les tons neutres. Et puis tout ce qui tend vers le rouge correspond à un excès de température. Donc on a pas mal de zones quand même qui sont autour de 1 ou 2 degrés de plus que la moyenne 81-2010. Alors toutes ces mesures, on a pu les intégrer de façon assez robuste et assez homogène jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc si on remonte dans le temps, on arrive à donner à manger à nos modèles intégrateurs assez de données pour obtenir quelque chose de significatif en termes de température globale de la planète Terre, donc quelque chose d'utilisable jusqu'à 1880. Et donc ici, vous avez une figure qui date soit du dernier, soit du précédent rapport du GIEC, et qui montre que par rapport à la moyenne 1880-1920, qui est à peu près la température avant les perturbations anthropiques, donc qui est marquée ici à 0, la température de la Terre ne fait qu'augmenter et augmente de plus en plus vite, avec des valeurs de l'ordre de plus 1,2 degré à l'échelle globale de nos jours. Quand on regarde la même chose avec des modèles qui intègrent uniquement les données sur le territoire métropolitain français, ça c'est une figure Météo France, eh bien on voit que l'écart aux températures moyennes depuis 1900 par rapport ici, alors le 0 a été mis arbitrairement à 1961-1990, donc si on remontait comme précédemment plus dans les années 1880-1900, il faudrait encore rajouter peut-être un petit demi-degré, et on est ici actuellement en 2020 à plus 2, donc on est plus à plus 2,5 en fait par rapport à la température pré-industrielle déjà actuellement en France. Donc il y a des variations ici à assez courte échelle de temps, puisque eh bien, depuis la naissance de ma grand-mère, qui se trouve à peu près par là, à gauche du graphique, eh bien, la France a pris 2,5 degrés en moyenne. Alors, on peut remonter plus loin, mais nos données de mesure, les thermomètres, en fait, tout simplement, il n'y en avait pas assez, ou dès qu'on remonte un petit peu trop, ils n'existaient pas. Donc on n'a pas d'informations directes, parce que quelqu'un a consigné dans un carnet les températures enregistrées à tel ou tel endroit. Donc comment on fait? Alors, il y a plein de façons de faire. Donc il y a l'imagination des climatologues est débordante. Je vous donne un exemple parce qu'il est un peu iconique, c'est les dates de vendange. Et puis c'est assez intuitif, hein, la conséquence de la température sur les dates de vendange. Donc ici à gauche, vous avez des courbes qui vous disent sûrement pas grand-chose de là où vous êtes, et même moi j'arrive pas à lire ce que c'est, mais en gros c'est sur la même période que précédemment, donc depuis 1880, des variations de température et des variations de date des vendanges dans la région parisienne. Et ce que l'on peut constater sur ces graphiques, alors tout imparfait qu'il soit, c'est qu'il y a une assez bonne corrélation. Quand la date des vendanges est un petit peu en retard, la température est un petit peu basse. Quand la date des vendanges est un petit peu en avance, c'est vers le haut du graphique, la température était plus élevée. Et on a ça un petit peu sur toute la durée, là. Donc soit c'est comparé avec l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Montsouris pour les vendanges à Argenteuil. Et puis à droite, vous avez un enregistrement plus long. Donc c'est un exemple d'enregistrement assez précis, consigné dans les vignobles de Bourgogne. Donc ici, les vendanges à Beaune, que l'on arrive à retracer jusqu'en 1371. Donc, nonobstant d'éventuels changements dans les pratiques des vignerons, quand est-ce que l'on décide de vendanger, c'est un enregistrement long sur plusieurs siècles, qui nous donne, donc ici vous avez les jours, donc c'est en écart un jour arbitraire, je crois que c'est le 31 août, donc combien de temps après, donc le 0 est par là, 10, 20, 30 jours, et donc ici on a quelque chose comme fin septembre qui est au milieu du graphique. Et ce qu'on constate, c'est qu'au 14e, 15e, 16e, 17e siècle, les dates de vendange sont assez précoces, la première moitié de septembre. Ensuite, au 18e, 19e, début du 20e siècle, c'est plutôt plus tardif, début octobre. Et puis on revient actuellement avec des dates de vendange assez précoces. Donc là, il y a plus de variabilité. Hein, c'est moins évident que le signal récent, avec une énorme augmentation de température récente. Ça semble finalement, on semble dans les variabilités habituelles. Alors il y a d'autres enregistrements. Il y a du monde qui a quand même consigné l'état des glaciers de montagne, pour peu qu'on aille consulter les bons enregistrements. Alors il y a quelques
peintures et des photos au 19e siècle aussi. Ici, un exemple, c'est emblématique aussi, hein, la mer de glace, donc peinte telle que vue en 1781. Où vous voyez le niveau assez élevé du glacier, et puis son état actuel aujourd'hui. On voit qu'il n'y a plus que de la glace tout au fond, et on a ici une chute de plusieurs centaines de mètres du niveau de la glace, à peu près 300 mètres en moins. Et en fait, le glacier, il est tout simplement plus là, quasiment. Hein, il est en fait caché derrière cette montagne, en amont. Un des glaciers les connus depuis le plus longtemps, c'est en Suisse, le Grindelwald, où on a ici une photographie ancienne, hein, en 1858. C'est remarquable, une photographie aussi ancienne. Et le glacier actuellement, qui se devine encore, ici, là. Et ces variations de longueur ont été consignées, il y a des gens qui suivaient ça, quand c'est qu'il avance, quand c'est qu'il recule, avec un peu moins d'informations sur d'autres périodes. Et ici, vous avez le résumé de ce qui a été obtenu dans les archives entre 1500 environ et l'an 2000, où on voit qu'on a quelque chose qui, certes, varie, mais est assez constant en termes de longueur du glacier, jusqu'entre 1500 et 1900. Et puis à partir de 1900, ça chute, et le glacier recule de 500, 1000, 1500 mètres. Alors ce genre de travail, il peut être fait sur le monde entier, avec des archives historiques, avec des indicateurs de terrain. On peut voir la trace de l'avancée du glacier, les roches qu'il charrie devant lui, par exemple. Et des gens ont fait ce travail sur des glaciers du monde entier. Donc ici, vous avez un graphique à gauche depuis 1600 jusqu'à l'an 2000, où chaque courbe correspond à une région du monde. Par exemple, région atlantique, région nord-ouest des Amériques, région asiatique. Et l'avancée et le recul des glaciers a été traduit en température. Donc c'est vraiment quelque chose de très interprété ici. Et puis à droite, vous avez la synthèse globale proposée par l'auteur de ce travail, qui dit voilà ce que je reconstitue en termes de température depuis 1600 grâce uniquement au suivi des glaciers. Et donc il arrive à des températures par rapport à un zéro qui est placé ici vers... Je pense que ça tombe sur ces glaciers aussi bien au début du XXe siècle que dans les années 50-60. Donc il y avait moins 0,4 degrés sur quasiment toute la période pré-industrielle à laquelle il a réussi à avoir accès, et plus 0,2 actuellement. Donc on voit aussi des variations avec cet indicateur-là. Donc, in fine, on arrive avec beaucoup d'indicateurs à reconstruire de façon fine, fiable, le climat global décrit de façon extrêmement résumée par la température globale de la planète sur les 2000 dernières années. Et donc ça, c'est une figure du rapport du GIEC publié l'année dernière, donc c'est la plus à jour, hein, où vous avez la courbe moyenne. En grisé derrière, c'est les incertitudes, qui sont quand même extrêmement faibles, c'est-à-dire qu'on est très très sûr de ce que l'on fait comme travail de reconstruction, avec une température de 0 degré moyenne placée sur les années 1850 à 1900, et ce qui est observé de façon instrumentée moderne, et le trait noir dans les années 1850 à 2020. Et on voit cette forme qui est connue depuis maintenant une petite trentaine d'années, qui a été surnommée la crosse de hockey, parce que ça ressemble à un long manche de crosse de hockey, et puis l'extrémité ici, avec cette température qui varie finalement très peu, voire qui diminue légèrement entre l'an 0 et puis le 19e siècle, et puis brutalement augmente de plus d'1 degré sur quelques décennies. Donc un réchauffement totalement inédit en 2000 ans, à la fois en amplitude et puis en vitesse de réchauffement. C'est ce qu'on constate à cette échelle de temps. Et avant, ça devient plus compliqué. Donc les indicateurs morphologiques des glaciers, par exemple, ils sont un petit peu perdus, ils ont été effacés par les allées et venues du glacier. Les vendanges, on n'en faisait pas. On perd énormément d'informations, donc il faut un peu changer de méthode. Donc on a des traces historiques, si je puis me permettre de les qualifier comme cela, grâce aux dessins de nos ancêtres. Donc 2 exemples, la grotte de Rouffignac en Dordogne, qui est datée à environ 13 000 ans, nous présente un mammouth laineux ici, qui n'existe plus, et dont on a caractérisé que c'était un animal de milieu froid. Et puis la grotte de Vallon-Pont d'Arc, aussi appelée la grotte Chauvet en Ardèche, qui est datée à 37 000 ans, présente de nombreux animaux, et notamment des lions des cavernes, des rhinocéros,
Donc là aussi, on a une information sur la faune de nos régions. Il y a 13 000 ans, il y a 37 000 ans, c'est à peu près la fenêtre temporelle à laquelle on a accès. La grotte Chauvet est la plus ancienne grotte ornée avec cette qualité-là que l'on connaisse dans le monde. Alors, on a d'autres façons de faire. Alors, le premier document que j'ai mis à gauche, c'est pour parler de la dendrochronologie et de la dendroclimatologie. Alors, dendro, ça veut dire quoi? Ça se réfère au cerne des arbres. Les arbres poussent chaque année en rajoutant un cerne à leur bois. Et l'épaisseur de ce cerne dépend de la qualité de l'année pour la croissance de l'arbre. Typiquement, chaleur et humidité, ça leur fait plaisir. Donc on arrive comme ça, de proche en proche, d'arbre en arbre, en remontant, en retrouvant des arbres qui ont été piégés dans des tourbières ou les arbres utilisés pour des constructions jusqu'il y a quelques siècles. On arrive à reconstituer, en fonction de la variation de l'épaisseur des cernes des arbres, la climatologie d'un certain nombre de régions. Et puis il y a une autre méthode qui est assez élégante sur son principe, c'est l'étude des pollens. Donc il faut choisir des endroits où les pollens se déposent. Donc l'endroit type, c'est les tourbières. Donc les tourbières, ce sont des lacs qui sont des milieux très réducteurs du point de vue chimique, c'est-à-dire qu'ils préservent la matière organique. De toute façon, les pollens sont des structures assez solides qui se préservent bien. Mais donc dans les tourbières, on arrive à avoir piégeage de tout ce qui passe en fait au-dessus régulièrement et qui se dépose, qui tombe naturellement dedans. Donc ici, c'est la tourbière de Grande Pile en Haute-Saône, qui est un exemple emblématique historique. Et dessous, une carotte type de ce qu'on remonte en forant dans une tourbière. Donc on peut parfois atteindre plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur de dépôts tourbeux qui, évidemment, plus on descend profond, nous permettent d'accéder à des moments plus anciens. Et puis à côté, j'ai mis 3 pollens qui sont de manière assez simple très différents. En haut, vous avez un pollen avec 3 encoches. C'est typique des arbres feuillus, comme le chêne. En l'occurrence, c'est un pollen de chêne. Au milieu, qui ressemble à la tête de Mickey, c'est typique des pollens de conifères. Ils sont tous comme ça. Et puis en bas, vous avez un simple rond avec un petit trou au milieu. En fait, il est en surface. C'est typique des pollens des herbes. Donc, on peut reconnaître assez facilement, en fonction des niveaux, quelle était la végétation alentour. Et donc ici, voilà le résultat historique qui a été fait à Grande Pile, donc dans cette tourbière de Haute-Saône. J'ai colorié pour rendre la chose plus lisible. Donc ici, vous avez la profondeur, donc de 0 à 19 mètres de profondeur. Donc 0, c'est bien sûr aujourd'hui, et puis 19 mètres, on peut se demander à quel moment ça correspond. Et puis on peut aussi se demander si le dépôt s'est fait à une vitesse homogène, ou s'il y a des moments où ça s'est déposé plus ou moins. Donc pour assurer qu'on trouve le temps dans cette carotte, on va faire de la datation. Donc comme c'est riche en carbone, on fait de la datation carbone 14. Et donc ici, vous avez plein de valeurs d'âge qui correspondent à des endroits de la carotte qui ont été datés. Donc on a 9 à 11 000 ans ici, 20 000, 34 000, 50 000, 70 000 là. Et donc le travail a été prolongé depuis, et on sait qu'on arrive ici vers 120 000 ans. Et donc, tout simplement, en regardant la proportion, là c'est ultra simplifié, de pollen d'arbres et de pollen d'herbacées, on peut savoir s'il y avait de la forêt alentour ou si le climat était trop sec, trop froid pour qu'il y ait de la forêt. Et donc c'est assez simple. Dans les 11 000 dernières années, on a des arbres, donc on a de la forêt. Donc le milieu typique, c'est un cerf au milieu d'une forêt de chênes. Et au moins les 60 000 ans précédents, donc entre 11 000 et 69 000, on est avec une dominante très forte des herbacées. Donc le milieu correspond plus à ça. Donc ici c'est une photo que j'avais prise en Islande, donc où on a des herbacées et puis s'il y a de la faune, on va plus avoir du renne que du cerf. Donc là ça correspond à la dernière période glaciaire. Et puis en dessous on retrouve des arbres et on doit retomber en fait dans une période interglaciaire précédente. Donc ça a été observé à Grande Pile en Haute-Saône, ça a été observé aux Échets. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de Lyon, c'est juste au nord de Rieux, il y a une zone appelée les Échets, et il y a une tourbière qui a été forée sur encore à peu près 2 fois plus profond, je crois, et qui arrive à peu près au même moment. Et on a donc l'interglaciaire actuel, la dernière glaciation, et l'interglaciaire précédent. À Grande Pile, c'est encore mieux, on a une trace de la glaciation précédente, donc qui montre qu'il y a des oscillations chaud-froid qui arrivent à transformer la France en un pays où il y a des forêts de feuillus ou un pays où il y a juste de la toundra et des rennes. Alors, on a aussi accès à la paléontologie avec des fossiles
énorme. Donc c'est assez rare les gros fossiles, mais ça permet de bien marquer les choses. Donc 2 exemples emblématiques, le mammouth de Choulan qu'on peut observer au musée des Confluences. Donc c'est pas tout à fait un mammouth laineux, c'est une sous-espèce un petit peu plus petite. La datation de l'endroit où on l'a trouvé est assez interne, mais c'est quelque chose entre 100 et 300 000 ans. Puis ici c'est un autre exemple, c'est un ours des cavernes qui a été retrouvé dans une caverne dont l'entrée est effondrée depuis 24 000 ans et qui en a au moins 45 000, enfin qui a entre 45 000 et 24 000 ans. Donc ces animaux qui sont des animaux de milieu froid indiquent aussi qu'on était dans des périodes glaciaires à ces moments-là. Alors à ces époques, parfois, à certains endroits, on arrive à trouver des dépôts de sédiments glaciaires qui sont encore visibles, qui n'ont pas été réérodés par la suite par le climat assez érosif que l'on a actuellement. Donc ici, j'ai pris une photographie d'un secteur en Isère qui est à Lamure, au-dessus de Grenoble, dans ce qu'on appelle le ravin des Demoiselles. Les Demoiselles, c'est ces structures ici qui ressemblent à des grands pinacles de sédiments gris clair là. Et chacun de ces pinacles est couvert d'un gros bloc rocheux. Donc, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là. Donc c'est tout ce qu'on observe dans le secteur inférieur de cette photographie. Vous avez des grands sapins qui vous donnent l'échelle. Là, on a quelque chose qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc c'est ce mélange-là de sédiments très fins et de gros blocs qui est assez caractéristique. Et au-dessus, on a uniquement des sédiments très très fins dont on voit les strates horizontales et il n'y a pas de gros blocs à l'intérieur. Donc évidemment à cette échelle-là, on pourrait se dire il y a peut-être bien des blocs un peu plus gros, mais bon, faites-moi confiance, c'est uniquement argileux, c'est extrêmement fin. Et à quoi ça peut correspondre? Donc je mets en correspondance la photo du front d'un glacier islandais, où on voit la glace du glacier qui est extrêmement sale ici, ce glacier est en train de fondre, le pauvre, et puis tout ce qu'il y a dedans qui n'est pas de la glace, c'est du basalte, donc c'est en plus extrêmement noir par rapport à la glace, donc on le voit très très bien. Et vous avez sur le bord du glacier ce que l'on appelle la moraine, donc c'est tous les débris rocheux qui sont poussés, frottés par le glacier sur son avancée. Donc il y a des gros blocs de toutes les tailles mélangés dans ce qu'on appelle une matrice qui ici est aussi très hétérogène avec du sable aussi bien que de l'argile. Et au front du glacier, on a l'eau de fonte de ce glacier. Donc ici on a des petits lacs, donc selon les périodes où ça fond plus ou moins, on peut avoir du débit d'eau qui crée un courant, mais on a des dépôts beaucoup plus fins. Et ça correspond en termes de contexte à ce que l'on voit sur la photo précédente. Donc dans la région de Lamure, on a la moraine d'un glacier très épaisse, plusieurs dizaines de mètres au fond ici, qui a rempli une vallée qui était une vallée fluviale. Par-dessus, on a des dépôts de lacs de fonte qui devaient se trouver au front du glacier, évidemment après le retrait du glacier, donc c'est par-dessus les sédiments glaciaires. Et puis encore tout en haut, je pourrais vous montrer des dépôts fluviatiles. Et puis, si on le voit actuellement en coupe fraîche, c'est parce que la rivière qui entaille, la rivière qui a remplacé le glacier, a entaillé les dizaines de mètres de sédiments que le glacier avait déposés il y a à peu près 20 000 ans. Donc maintenant, on a une coupe fraîche qui nous montre ce que le glacier avait déposé. Et d'ici quelques milliers d'années, il n'en restera probablement plus grand-chose. Alors, au-delà de ces dépôts plutôt fins, il y a des gros blocs, ce que depuis longtemps on avait remarqué qu'on appelait les blocs erratiques, sans savoir d'où ils venaient. En géologie, un bloc erratique, c'est un bloc qui est une roche qui n'existe nulle part alentour de lui. Ici, vous avez un bloc de calcaire posé sur des sables fluviatiles, qui n'a apparemment pas grand-chose à faire ici. Le gros caillou de la Croix-Rousse, sûrement connu des Lyonnais, correspond à un bloc de quartzite, qui est une roche qui n'existe pas dans la région. Il faut aller jusque dans les Alpes pour trouver une roche pareille. Et donc ces deux blocs, il a fallu quelque chose pour les transporter. Et le plus simple, pour faire ce transport, c'est un glacier avec un bloc rocheux qui tombe des flancs de la vallée glaciaire directement sur la glace et puis ensuite se fait transporter par la glace. Donc ce qui a permis à un bloc de plusieurs dizaines de tonnes de se déplacer, c'est tout simplement qu'il est tombé sur de la glace qui, elle, se déplaçait et c'est juste la gravité qui avait amené ce bloc sur la glace. Donc ce que nous disent ces blocs, c'est qu'il y a eu des glaciers arrivés jusque-là, donc on est en Isère, on est
à mi-chemin entre Lyon et Grenoble, et ici, on est à la Croix-Rousse. Donc ça a pu être cartographié. Donc il y a les blocs erratiques, il y a des traces de moraines glaciaires, il y a des traces de dépôts lacustres de fonte, il y a plein de choses. Et donc, ce que je vous montre, c'est un petit extrait de la carte géologique de Lyon au 250 millième, c'est son échelle. Vous avez Lyon ici. Vous n'avez pas Grenoble qui serait juste en dehors de la diapositive. Le gros caillou est là. L'autre bloc que je vous ai montré est ici. Et vous avez deux lignes qui ont été tracées par les auteurs de la carte, que j'ai repassées en couleur vive. La limite d'avancée de la dernière glaciation, qui est datée à 20 000 ans, et la limite d'avancée de la glaciation précédente, qui devait être plus forte, ou en tout cas qui a conduit les glaciers à aller plus loin, qui est datée vers 120 à 140 000 ans, qui est une période appelée le Risse. Risse et Wurm, ce nom d'affluents du Danube qui ont donné leur nom à ces glaciations parce qu'on y trouve des dépôts similaires. Donc ici, ces dépôts sont assez faciles à cartographier encore actuellement. Et puis, tout le travail a été fait sur l'ensemble du massif des Alpes. Et ici, vous avez une reconstitution assez sympathique du trajet des blocs erratiques. On a pointé tous les blocs erratiques qui ont été emmenés par les glaciers jusqu'à l'endroit où ils fondent. Et en fonction de la nature du caillou et de modèles d'écoulement de glace possibles à travers les vallées connues dans les Alpes, on a pu reconstituer le trajet complet de certains blocs. Donc il nous montre qu'il y a des glaciers qui ont amené des choses du fin fond de la Vanoise jusque la région lyonnaise de façon naturelle. Bien sûr, ça a dû prendre un certain nombre d'années. Alors les glaces, c'est super parce qu'elles transportent des choses, elles font des traces géologiques, mais on peut aussi directement les analyser. Et elles nous disent beaucoup de choses. Alors, il y a de la glace ancienne dans deux grandes régions du globe, sur le Groenland et sur l'Antarctique. Donc c'est les deux calottes glaciaires actuelles de taille raisonnable, on va dire. Il y a une petite calotte islandaise ou Spitsberg, mais c'est pas hyper intéressant, c'est pas très épais. Donc ici, vous avez le type de travail qu'il faut faire pour obtenir une carotte de glace. Donc il faut tout simplement forer. Donc là, vous avez un tube de forage. Le trépan a été enlevé. On est en train de récupérer la carotte de glace. Et ici, vous avez un scientifique qui est en train de commencer à scier avec une simple scie à ruban là, à travers une carotte de glace. Et là, c'est un morceau de glace, donc c'est pas un morceau de glace de calotte antarctique, mais où on peut deviner à l'intérieur des petits ronds là. Et ces petits ronds, c'est des petites bulles d'air qui ont été piégées par la neige au moment où elle s'est compactée et transformée en glace. Donc dans les glaces, vous avez l'atmosphère ancienne qui est piégée. Encore faut-il arriver à retrouver l'âge de la glace. Et ce que l'on peut faire, parce que, on voit déjà des alternances été-hiver, la neige fond ou la neige se dépose. Donc ça marque un petit peu comme les cernes des arbres. On peut compter les années, littéralement. Au bout d'une certaine profondeur, c'est plus vraiment faisable et il faut des points d'ancrage. Donc les points d'ancrage, ça peut être des cendres volcaniques, par exemple, qu'on est capable de reconnaître parce qu'on a la composition chimique précise. Et puis on fait l'inventaire de toutes les éruptions volcaniques qui ont pu avoir lieu. Alors pour le Groenland dans l'hémisphère nord, pour l'Antarctique au sud de l'hémisphère sud, et on arrive comme ça à caler temporellement les carottes de glace. Alors c'est un travail de titan, mais on arrive à faire des choses sympathiques. Et ensuite la glace, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau. L'eau, c'est la molécule H2O, donc ça fait encore une tête de Mickey, mais c'est pas un pollen cette fois-ci, c'est juste une représentation de la molécule d'eau. C'est un oxygène et deux hydrogènes. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que l'hydrogène, il y en a deux variétés stables. Vous avez l'hydrogène qui est un proton, et puis vous avez l'hydrogène avec un proton et un neutron, qu'on appelle le deutérium. Il est beaucoup plus rare, mais il est 2 fois plus lourd. Donc il ne se comporte pas exactement de la même manière quand une molécule d'eau contient un deutérium ou 2 deutériums d'ailleurs. L'eau avec du deutérium, on appelle ça l'eau lourde. Et il y a une autre forme d'eau lourde qui est moins connue, qui est avec de l'oxygène qui n'est pas l'oxygène naturel. Enfin, pas l'oxygène dominant, je vais dire. L'oxygène dominant, c'est l'oxygène où il y a 16 nucléons, donc il y a 8 protons et 8 neutrons. Mais il existe aussi de l'oxygène à 9 neutrons et de l'oxygène à 10 neutrons. Donc c'est l'oxygène 17 et l'oxygène 18.
Et pareil, quand une molécule d'eau contient un oxygène 18 au lieu d'un oxygène 16, eh bien elle est plus lourde. Et comme elle est plus lourde, ça change son comportement. Et donc on a utilisé ça d'une façon... Alors, on a compris un processus d'abord, qui est une sorte de distillation. La molécule la plus lourde préfère toujours rester dans la phase la plus condensée. Ça veut dire qu'au moment où de l'eau s'évapore, de l'eau liquide, il va y avoir dans la vapeur d'eau moins d'eau lourde qu'il y en a dans le liquide, en proportion. La vapeur d'eau peut se condenser en nuages. En se condensant en nuages, elle refait des petites gouttelettes. Les gouttes tombent, il reste encore un petit peu de vapeur. Et encore une fois, là, dans les gouttes qui retombent, il y a plus d'eau lourde en proportion. La vapeur d'eau qui reste peut se condenser à son tour si la température continue à diminuer. Par exemple, si vous êtes de l'eau qui vient de l'océan Antarctique et que vous êtes une masse d'air riche en vapeur d'eau qui s'éloigne vers l'intérieur de la calotte glaciaire. Et à ce moment-là, le nuage s'appauvrit de plus en plus en eau légère et s'enrichit de plus en plus en eau lourde. Et donc, qu'est-ce que je dis? Non, c'est l'inverse. Hein, oui. J'ai senti un flottement, effectivement. J'ai dit l'inverse de ce qui était logique par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Le nuage est de plus en plus pauvre en eau lourde. Et donc cet appauvrissement, on l'indique par ici un petit moins, et puis vous avez une valeur derrière. Alors ici, c'est des valeurs qui correspondent à un appauvrissement en millième, donc c'est une proportion en millième du deutérium. Bref, si vous avez compris le principe, vous vous dites, il y a peut-être moyen de calibrer un thermomètre ancien. Et donc c'est ce qu'ont fait les premiers chercheurs qui ont eu cette idée-là, des gens comme notamment Claude Lorius, qui ont mesuré la température en Antarctique à différents endroits et qui ont également récolté les précipitations actuelles afin de mesurer la quantité de eau lourde à l'intérieur. Et on arrive avec deux magnifiques tendances, donc au Groenland il y en a une et en Antarctique de l'Est il y en a une autre, deux magnifiques tendances qui permettent de trouver une température à partir d'un appauvrissement en eau lourde. Donc ici, mesuré via le deutérium. Et vous voyez que la tendance est assez jolie, hein, est relativement linéaire. Donc on applique ça directement. Alors ça a été vérifié ensuite, hein, y compris dans des températures plus basses. Et les températures ici correspondent aux températures atmosphériques antarctiques. Donc il ne fait pas bien chaud. Hein. Alors avec les bulles d'air, on a accès à la composition de l'atmosphère. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous permet de mesurer, par exemple, la teneur en dioxyde de carbone. C'est ce qui est le plus intéressant. Je viendrai dessus pourquoi très bientôt. Et donc là, c'est le premier résultat qu'on a obtenu en mesurant température et dioxyde de carbone dans la carotte forée par les soviétiques à Vostok. Et ce que vous voyez, c'est que manifestement, ça n'a pas été fait de manière aléatoire, cette affaire-là. Il y a un processus naturel qui semble coupler les deux. Et la corrélation est trop belle. Quand la température diminue, donc là on est vers le bas, alors que le temps avance, donc aujourd'hui c'est à droite, on a des températures relativement élevées, et puis il y a quelques milliers d'années, la température était beaucoup plus basse et avait descendu assez progressivement depuis un niveau correspondant aux températures actuelles. Et ça s'était déjà produit 100 000 ans avant, ça s'était produit 100 000 ans avant, et ça s'était produit 100 000 ans avant. Et systématiquement, quand il fait chaud, il y a beaucoup de CO2 dans les bulles d'air, quand il fait froid, il y a peu de CO2 dans les bulles d'air. Ça a été prolongé, on a fait une autre carotte. Donc la carotte ici, qui a été faite au Dôme C, à la station Concordia européenne, va de 0 à 800 000 ans avant aujourd'hui. Et vous avez les mêmes alternances. Donc là, il y a plein de choses qui ont été mesurées. Donc il y a le CO2 qui est en orange ici, et puis vous avez la température tout en haut, en noir. Donc il y a pas 4, mais 8 alternances, même si elles sont un petit peu moins nettes quand on est à 800 000 ans. Donc là, j'ai pointé les périodes chaudes à intervalles relativement réguliers, correspondant à des écarts de température antarctique de l'ordre de 10-12 degrés. Donc 10-12 degrés en Antarctique, ça correspond à des températures globales, semble-t-il, de 5 degrés de variation. Donc les périodes glaciaires, c'est 5 degrés de température globale en moins et par rapport à actuellement. Je rajoute ici sur la courbe en orange, vous voyez les alternances du CO2, qui est entre 200 et 280 parties par million. Je rajoute les variations mesurées depuis un siècle et demi. Et on arrive ici. Donc on est plus de 2 fois plus haut sur cette échelle-là, en approchant les 400 parties par million, en ayant dépassé les 400 parties par million maintenant, à cause des émissions anthropiques. Alors la Terre en période glaciaire, c'était ça, avec
le Canada sous la glace, la Grande-Bretagne, la Scandinavie également, donc une calotte équivalente à celle de l'Antarctique. Quant à la végétation un petit peu plus au sud, vers chez nous, eh bien c'était de la toundra. Ça correspond à ce qu'on a vu avec l'analyse des pollens notamment. Et puis il y a aussi une grande étendue des glaciers dans les Alpes. Donc ça, c'est 5 degrés de variation de température globale. Ça transforme l'Europe en quelque chose de totalement inhabitable, pour prendre un mot clé ici. Inhabitable pour 500 millions d'Européens. Là, le milieu naturel est capable, bon an, mal an, de fournir à manger pour quelques dizaines ou centaines de milliers d'individus, qui sont là d'ailleurs. Alors, comment expliquer ces variations? C'est quand même énorme. C'est très simple. Vous avez quelque chose qui chauffe, et puis en face, vous avez un objet qui se refroidit, naturellement. Et puis, il y a quand même un petit thermostat dans l'affaire. Alors, ce qui chauffe, c'est le soleil. Il y a un flux solaire qui est reçu par la Terre, et puis la Terre en réfléchit une petite partie, les zones claires renvoient la lumière du soleil, et les zones sombres absorbent. Elle chauffe, et à sa température d'équilibre, elle émet du rayonnement thermique, comme votre radiateur. Alors, ici, c'est une vue infrarouge prise par un satellite météo que j'ai colorisé de sorte à ce que ça ait la même allure qu'un fer chauffé à blanc qui brille, tout simplement parce qu'il est chaud. Donc la Terre brille parce qu'elle est chaude, elle a juste la mauvaise idée pour nous de ne pas nous le montrer. Donc elle ne nous montre pas qu'elle brille de plus en plus fort d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas les infrarouges. Mais ils sont bien là. Alors ça, c'est une situation très simple d'un point de vue thermodynamique, et on peut calculer la température que devrait avoir la Terre, parce qu'on sait l'énergie qu'elle absorbe. Ça devrait être moins 18 degrés. La température moyenne à la surface de la Terre, c'est 15. Donc la différence de 33 degrés, elle est due à quelque chose que l'on appelle l'effet de serre, qui est dû à des gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gaz à effet de serre? Ici, vous avez 2 captures par un satellite météo de rayonnement infrarouge, là où les gaz à effet de serre sont transparents, et là où ils sont opaques. Donc là, vous voyez le sol, là, vous voyez l'atmosphère, vous voyez là où il y a des gaz à effet de serre. Alors en l'occurrence, c'est la vapeur d'eau. Si j'augmente la quantité de gaz à effet de serre, ça fait gonfler en fait l'atmosphère. Enfin, comment dire, ça les envoie jusqu'à plus haut dans l'atmosphère. Or, plus haut dans l'atmosphère, il fait plus froid. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça émet moins sur l'image de droite. Donc, j'ai un petit peu changé les couleurs pour que ça donne cet effet. Si j'augmente la quantité de gaz à effet de serre, ça émet moins parce qu'ils sont plus hauts, ils sont donc plus froids. Mais comme la Terre, il faut qu'elle se débarrasse de toute son énergie, elle ne peut pas chauffer indéfiniment, tout simplement le sol se réchauffe. Et donc l'autre image, ça se met à briller plus fort. Donc là j'ai exagéré quelque chose que l'on commence effectivement à voir avec des mesures très précises. On n'arriverait pas à les voir avec ce type de photographie-là qui servent finalement qu'à suivre les nuages. Donc c'est très bien connu, c'est très bien compris. Et quand on prend en compte tout ce qui fait changer la température, rayonnement solaire, alors le soleil des fois il est un peu plus brillant, un peu moins brillant, les éruptions volcaniques qui peuvent en réfléchir une plus grande partie, eh bien on arrive à toutes ces reconstitutions ici qui permettent de remonter ici sur le dernier millénaire. Et ici, si on ne prend pas en compte les effets anthropiques de nos gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère, ça correspond au modèle du bas qui ne suivent pas du tout les observations qui correspondent à la crosse de hockey que je vous ai déjà marquée. Alors, comme le temps est passé beaucoup plus vite que je ne l'avais anticipé, plutôt je dois être dans un trou noir ou un truc comme ça, là, ça déforme mon espace-temps. Je vais passer rapidement, mais c'est les cycles astronomiques qui sont responsables, donc les variations très légères de la distance de la Terre au Soleil au cours de l'année, et des variations très légères de l'intensité des saisons, qui suffisent à faire que, quand il fait un petit peu trop doux en été dans l'hémisphère nord, la neige accumulée en hiver ne fond pas. Elles font moins. Ce qui blanchit un tout petit peu la surface de la Terre, renvoie un tout petit peu plus d'énergie solaire vers l'espace, diminue un tout petit peu sa température. Du coup, il neige un petit peu plus l'année suivante. Ce qui, avec encore un été doux, permet à la partie blanche d'avancer. Et il y a comme ça des rétroactions qui se mettent en branle. Donc plus la Terre est blanche, plus elle renvoie la lumière du Soleil, plus elle refroidit. Et plus elle refroidit, vous pourrez faire l'expérience, essayer de chauffer une bouteille de Perrier
bouchon ouvert bien sûr, ça va dégazer beaucoup plus rapidement le CO2 qui est dedans si l'eau est chaude que si l'eau est froide. Inversement, si vous refroidissez, vous pouvez mettre plus de CO2 dans l'eau. Donc ça dégaze aussi le CO2 dans les océans, qui est un réservoir beaucoup plus massif que l'atmosphère. Et donc ça s'emballe et ça permet les alternances glaciaires, interglaciaires, avec des variations qui sont vraiment minuscules en termes de rayonnement solaire. On peut remonter plus loin, alors je vais le faire très très vite, grâce aux sédiments océaniques, donc voilà des sites de forage dans le monde. On regarde dans ces petites bestioles, qui sont des bestioles calcaires, et le calcaire, il est fabriqué à partir de la combinaison du CO2 avec l'eau de mer. Donc on a accès à nouveau à la composition de l'eau des océans, ce qui, avec le même genre de thermomètre que je vous ai montré pour les glaces, nous permet d'accéder à la température. Et voici la température reconstituée sur 60 millions d'années au fond des océans. L'échelle est telle que le chaud est en haut et le froid est en bas. Donc nos périodes glaciaires interglaciaires sont ici, coincées complètement à gauche. Et ici, vous avez l'évolution depuis 60 millions d'années. Donc je vois que le temps est écoulé. Je ne sais pas si on m'accorde quelques minutes éventuellement. Qui est le maître du temps? C'est bon? Bon, je vais essayer de résumer en 5 minutes ce que j'aurais voulu dire en 15. Donc ici, de long terme, on a un refroidissement depuis 65 millions d'années. Il y a un refroidissement apparent d'après ces sédiments océaniques. C'est corroboré avec un certain nombre d'indicateurs paléontologiques, comme par exemple la présence de fossiles de palmiers en Alaska ou d'alligators au Groenland, il y a 50 millions d'années. Donc il fallait que les pôles soient complètement déglacés. Donc il n'y avait pas de calotte de glace aux pôles il y a 50 millions d'années. Alors au passage, il y a 55 millions d'années, il s'est passé quelque chose. Quand on a regardé comme ça les sédiments océaniques, il y a un pic dans tous les sens sur toutes les choses que l'on observe il y a 55 millions d'années. Il y a un petit problème avec la composition, le poids isotopique du carbone. Il y a un petit problème avec le poids isotopique de l'oxygène qui indique un pic de température de 5 degrés. Et il y a un petit problème avec la teneur en organismes calcaires. Il n'y a tout simplement plus de fossiles calcaires, ou presque, dans une petite bande de sédiments. Ça, c'est un réchauffement brutal, en quelques milliers d'années, de 5 degrés de l'eau des océans. Alors, on pense qu'il a été dû à un fort apport de dioxyde de carbone ou de méthane, dont on n'est pas sûr de la source, qui a dû amplifier l'effet de serre, donc réchauffer le fond des océans. Et puis la présence de CO2 dans l'atmosphère, ça acidifie les océans. Donc ça a dû faire baisser le pH, qui est un océan acide, ne permet pas bien la précipitation des coquilles calcaires des organismes, ce qui explique leur disparition. Alors le déclencheur, ça pourrait être une énorme province volcanique, qui est celle qui s'est faite au futur emplacement de l'Islande. Il y a d'ailleurs toujours l'origine volcanique au même endroit. Et ça fait la chaussée des géants, par exemple, au nord de l'Irlande, et puis ça a fait d'autres intrusions magmatiques au Groenland. Donc c'est quand même quelque chose de monstrueux, 10 millions de kilomètres cubes de magma. Vous recouvrez l'Europe de l'Ouest de 2 kilomètres de lave. Donc il y a de quoi faire. Et puis ça a eu des conséquences, par exemple sur un des ancêtres des chevaux. Durant quelques dizaines de milliers d'années, les gros individus ont disparu. Au lieu de faire une dizaine de kilos, tous les fossiles qu'on trouve correspondent à individus qui en font 4 à peu près. Donc ça a dû quand même perturber les écosystèmes assez sévèrement. Toute similitude avec des personnages et des faits existants, ayant existé ou à venir, ne saurait être que coïncidence fortuite, évidemment. Alors au-delà, je vais passer sur les raisons, tout ça, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'en faisant de la modélisation, on arrive à voir que, ici, vous avez un diagramme en haut qui indique la reconstitution des teneurs en dioxyde de carbone dans l'atmosphère en nombre de fois la teneur actuelle, qui serait 1. Donc actuellement, c'est tout en bas du diagramme. Donc la baisse que je vous ai montrée correspond à cette flèche-ci. Elle est précédée d'une hausse. Qui a suivi une période similaire à la nôtre, au Carbonifère, il y a 300 millions d'années, une période qui était essentiellement froide. Entre les deux, il faisait plutôt chaud. Plutôt chaud, c'est avec des niveaux de type 4 fois le CO2 actuel. Correspond à ce qu'il faut pour expliquer l'absence totale de calotte de glace. L'absence totale de calotte de glace, si ça arrivait assez rapidement, ce serait dramatique, parce que ça correspond à une montée du niveau des océans d'une centaine de mètres. Je vous laisse imaginer les conséquences. Tout cela suivait un refroidissement important. Donc il faisait aussi chaud précédemment.
Donc, depuis 500-600 millions d'années, il y a aussi globalement une tendance à la baisse en termes de CO2 atmosphérique et de température. Et si je remonte encore un petit peu plus loin, je vais vous montrer des sédiments qui ont 650-700 millions d'années. Et ces sédiments, avec des blocs dans tous les sens, de toutes les tailles, ce sont des moraines glaciaires. Vous avez des sédiments qui correspondent à ce que lâcheraient des icebergs, et ils sont cartographiés un petit peu partout dans le monde à cette époque-là. Alors bien sûr, il faut prendre en compte la dérive des continents, mais si on remet les continents à leur bonne place, encore un travail extrêmement compliqué, eh bien, les continents étaient pas au même endroit, mais aussi partout dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y avait des glaciers partout. Donc, il y a 600-700 millions d'années, au moins 2 fois, sur plusieurs millions d'années à la fois, la Terre a dû ressembler à quelque chose comme cela. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais il a fait très 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 froid. On ne sait pas encore pourquoi. Il y a nécessairement eu emballement d'un des mécanismes dont je vous ai parlé, un emballement qui est allé un petit peu trop fort. Mais un mécanisme opposé a fini par arriver, typiquement le dégazage de dioxyde de carbone par les volcans. Au bout de 10, 20, 30 millions d'années, vous avez beau avoir une Terre toute blanche, il y a assez de gaz à effet de serre pour la réchauffer et la sortir de cet état-là. Et puis c'est encore pire si on remonte avant. Alors on a très peu d'indications, mais on a une chose certaine, c'est ce que nous dit la physique, c'est que le Soleil, il brille de plus en plus fort. Il brille de plus en plus fort parce qu'il consomme son carburant, et quand il consomme son carburant, il se ratatine sur lui-même, donc il améliore son rendement. Et donc en 4 milliards d'années, le Soleil a à peu près gagné 50% en termes d'énergie lumineuse, un petit peu moins, 40%. Si on remonte la Terre actuelle, toutes choses égales par ailleurs, dans le temps, eh bien à partir de il y a 2 milliards d'années, elle est totalement gelée et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Or, on a des indices assez forts, géologiques, que la Terre n'était pas gelée. Les océans étaient liquides, il y avait de la vie dedans, la vie est apparue bien avant. Donc, il y avait autre chose, il y avait sûrement énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et on a une sorte de thermostat à grande échelle de temps, c'est ce que montrent ces courbes, qui correspond à une baisse de la teneur en dioxyde de carbone et une baisse de la capacité de la Terre à se réchauffer elle-même. Alors on arrive presque à zéro, hein. Donc maintenant à l'échelle séculaire de milliards d'années, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça permet de mettre en perspective ce qui est en train de nous arriver. Donc ce qui est en train de nous arriver, c'est cette petite remontée là. Mais si on dézoome et qu'on change d'échelle temporelle et qu'on prend l'échelle globale de la Terre, les variations que l'on connaît actuellement sont finalement relativement minimes. Donc du point de vue de l'habitabilité de la Terre, il y a manifestement eu de la vie depuis presque 4 milliards d'années. Elle a évolué. Par contre, elle a interagi beaucoup avec ces variations climatiques. Donc nous, on a un autre sujet, c'est comment la vie actuelle, et notamment l'humanité, va réagir à ce qui est en train de se passer, qui pour le coup est une expérience totalement inédite. Donc je passerai aux autres planètes dans les cours suivants, et puis on essaiera de voir si on peut en apprendre un petit peu plus et mieux poser la question et peut-être espérer arriver à un embryon de réponse. Je vous remercie de votre attention.